Salut Booktube! Je te retrouve pour la deuxième partie de mon bilan des dernières lectures du mois de novembre. Et il va s'agir de livres non francophones. Il y a un livre traduit du coréen et 2 livres anglophones que j'ai lus donc en anglais. J'avais déjà fait une première partie dans ma vidéo dernière lecture du mois de novembre sur les romans francophones. Il y avait 4 romans dont j'ai parlé. Si ça intéresse, je mets le lien dans le petit i et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vais également faire un bilan de mes dernières lectures graphiques des mois de octobre et novembre qui sortira incessamment sous peu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et sans plus de préambule, on va commencer tout de suite. Je commence donc par Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo, qui est paru chez 10-18 et qui a été traduit par Pierre Biziou et Hyungran Choi. Je sais pas du tout si je le prononce bien, je m'excuse si c'est pas le cas. On va suivre Kim Ji-young, qui est né en 1982, et on va suivre un petit peu sa vie jusqu'à l'âge adulte. Plus qu'une histoire, c'est un essai féministe, puisque ce texte va dénoncer tout le sexisme et les injustices entre les hommes et les femmes en Corée, encore à l'heure actuelle, et voir un petit peu le gouffre qui reste encore présent entre les femmes et les hommes en Corée. Et c'est impressionnant, enfin c'est même presque terrifiant je trouve, de voir à quel point il y a encore de tels clichés et de telles attentes envers les femmes et envers les hommes, vraiment de partout. Et en fait ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'en même temps il y a le côté fictif qui fait qu'on a envie quand même de savoir l'histoire, mais en même temps ça va être agrémenté de certains chiffres, de certaines données factuelles, et aussi de côté un petit peu plus cognitif, d'émancipation un peu plus cognitive, qui est intéressant. Et donc ça va parler d'énormément de choses, ça va parler de la place de la femme au sein de la famille en Corée, donc la femme qui doit faire toutes les tâches ménagères. Et par exemple, Kim Ji-young et sa sœur vont devoir tout faire, elles doivent s'occuper de leur petit frère alors qu'elles sont en primaire ou au collège, elles doivent faire la lessive, cuisiner, faire le ménage, etc. Alors que le petit frère est considéré comme l'enfant roi, le messie, parce que en effet avoir un garçon c'était beaucoup mieux qu'une fille. Énormément de personnes se faisaient avorter si elles apprenaient qu'elles attendaient une fille et non un garçon, puisque c'était beaucoup plus compliqué d'avoir une fille et beaucoup moins valorisé en tout cas. Ça va parler par la suite de l'école, l'accès à l'université, à l'éducation supérieure, des postes et des postes haut placés notamment, et il y a certains chiffres qui m'ont vraiment terrifiée puisque à l'heure actuelle, je crois que c'était en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça, les postes de cadre femmes représentaient 21% des postes de cadre, donc même pas un quart. Et vraiment ce livre m'a vraiment marquée parce que je pensais pas que c'était autant. Il y a plus de côté sexiste patriarcal dans les pays asiatiques. En tout cas c'est resté beaucoup plus longtemps, ça commence à changer mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent. Et il y a énormément d'attentes qui sont posées sur les petites filles et sur les jeunes femmes, que ce soit en Corée où on a le même problème un petit peu au Japon notamment. Pour les autres pays je ne sais pas, je ne m'avancerai pas. Il fait 170 pages, quelque chose comme ça. Ça se lit très facilement. C'est pas un essai ultra politisé non plus, hein. Ça reste une œuvre de fiction qui a pour but de faire réagir et d'éveiller les mentalités. Mais ce n'est pas la forme que ça prend, donc c'est très facile à lire et je vous encourage à le lire si ça vous intéresse parce que vraiment c'est une lecture très édifiante et du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'ai lu, ou plutôt écouté, parce que je l'ai eu en livre audio, Autobiography de Christina Lauren, qui a été traduit chez Hugo Roman par Anaïs Guaculou. Et dans ce roman, on va suivre un jeune lycéen qui se sait bisexuel, qui a déjà fait son coming out. Avec ses parents, il déménage dans une ville où il n'y a que des mormons et du coup, ils doivent pas trop faire son coming out. Et il va tomber amoureux d'un autre garçon qui est le fils du chef des Mormons. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va se dérouler. J'ai eu un petit peu de mal avec ce livre pour plusieurs raisons. Il n'y avait pas de défaut, j'ai trouvé en soi. Inhérent au livre, je trouve que ça se lit très bien, l'écriture est fluide, l'enchaînement fait très bien, c'est de la bonne romance mignonne, c'est du Christina Lauren, elle sait très bien le faire. Et pour du YA, ça passe très très bien. Mais j'ai eu plusieurs petits soucis avec ce livre. Déjà, la période à laquelle je le lis et mes lectures passées, c'est-à-dire que des livres de personnes qui découvrent leur sexualité au lycée et qui découvrent qu'ils sont gays, des garçons spécifiquement qui découvrent qu'ils sont gays, on en a pléthore, on en a lu énormément. Ce qui n'est pas le cas des livres où les jeunes femmes découvrent qu'elles sont lesbiennes, évidemment. Les garçons qui découvrent qu'ils sont gays, on en a vu beaucoup.
C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de le faire, c'est pas ce que je dis, c'est juste que ça n'a pas ce côté nouveauté, ce côté original, et du coup c'est un peu du déjà vu. Ce qui se rajoute au fait que j'ai un petit peu dépassé cette tranche d'âge, puisque c'est destiné à des adolescents qui découvrent aussi leur sexualité, que j'ai un petit peu dépassé ce stade. Et du coup j'étais pas forcément le public cible non plus, je l'aurais été il y a quelques années, je pense qu'il m'aurait plus plu il y a quelques années. Les adolescents et les lycéens sont insupportables. Dès qu'il a vu le mec, ça y est, il est absolument amoureux, il arrête plus à penser à autre chose juste parce qu'il a envie de se le taper. Enfin voilà, c'est insupportable. Stop, faut arrêter. Peut-être moi qui suis trop asexuelle pour comprendre ou qui suis trop vieille, je sais pas. Ça me fait beaucoup eye roll et ça m'agace. Après voilà, ça m'a agacé très peu de temps, après on continue l'histoire et ça s'enchaîne très bien. Pour le reste, j'ai trouvé ça en fait peu intéressant. J'ai trouvé ça, voilà, c'est ce que je disais, très lambda en fait, très déjà vu. Ce genre de thématique, je l'ai déjà vu aborder. Ces personnages sont assez classiques finalement. Ce qui était assez intéressant, c'est que on avait le personnage qui avait déjà fait son coming out, qui était le personnage principal, mais en fait ça aurait été presque plus intéressant de le voir de l'autre partie du spectre parce que le côté mormon et tout ça aurait pu être très intéressant. Comme je l'ai dit, c'est pas un livre qui a des défauts en soi, je pense que je n'étais pas la bonne personne forcément pour lire ce livre, j'aime pas trop la romance. Je pense que c'est vraiment personnel, je pense que c'est moi et encore une fois il n'y a pas de défaut inhérent au livre. C'est une bonne romance contemporaine, adolescente avec deux personnages gays, voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Personnellement je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, ça ne me restera pas en tête, je pense qu'il sera très vite oublié pour ma part. Et enfin, je vais finir par un livre qui est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué parce que je ne sais pas trop quoi en dire. Et ce livre, il s'agit de Gideon the Ninth de Tamsin Muir, qui a été traduit sous le nom de Gideon la 9e aux éditions ActuSF par Stéphanie Lux. Et vraiment, c'est hyper dur. Pour vous faire un bref résumé, et je vous conseillerais de ne pas vous fier au blurb de la couverture, notamment de la couverture en anglais, puisque c'est marqué Lesbians in Space, je crois. Franchement, pour moi, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. N'attendez pas forcément de côté romance, de côté même sexe ou quoi que ce soit. Non. En gros, le côté lesbien, le protagoniste est une femme et qu'elle trouve que les femmes sont sexy. Voilà. C'est juste quelques commentaires. C'est très bien hein, que ce soit là et c'est très bien qu'elle soit lesbienne. Probablement elle l'est. Mais c'est pas le centre du récit quoi. Donc on va suivre le personnage de Gideon qui... C'est très compliqué, même rien que le début même à expliquer, c'est horrible ce livre. Donc Gideon habite dans la 9e maison. Chaque maison est un peu une planète, j'ai l'impression, un astéroïde, enfin équivalent. Harrow, donc qui est la fille du roi et de la reine de la maison, enfin des responsables de la maison, va se retrouver à devoir aller dans la première maison pour participer à un concours pour devenir des êtres un peu supérieurs et immortels. Chaque maison, donc de la 2e à la 9e, va envoyer un nécromancien et un cavalier. En fait, le nécromancien, c'est celui qui fait la magie, et le cavalier, c'est celui qui protège sur le plan physique. Et du coup, Gideon se retrouve être le cavalier, enfin la cavalière, de Harrow. Et du coup, ils vont se retrouver sur la planète de la première maison, à devoir faire des choses. Voilà. C'est très très flou, j'en ai conscience, mais c'est le thème du livre, en fait. Gideon the Ninth, c'est un livre où on ne comprend rien. Là, rien n'est expliqué. On ne sait rien. Rien du tout. Tu ne sais rien, il y a très peu d'informations qui te permettent de comprendre. C'est fait exprès. Vu la façon dont c'est fait, je pense que c'est pas du tout de la mauvaise écriture, je pense que c'est fait exprès. Ça se voit. Et en fait, il se passe pas grand chose. Parce qu'on est dans la tête de Gideon, qui s'en fout royalement de ce qui se passe autour d'elle, qui n'est pas particulièrement à se creuser les méninges pour comprendre ce qui va se passer, comment faire ou quoi que ce soit. Et en fait, il se passe pas grand chose. Pendant la première moitié du livre, il se passe vraiment rien. Et on se demande un peu où on est tombé. Et après, ça commence à venir, ça s'enchaîne plus ou moins, ça s'enchaîne même assez vite. Mais c'est toujours aussi flou. On comprend un petit peu tout à la fin, mais ça reste quand même un peu flou. Ce livre est un ovni. Il mélange énormément de genres différents. C'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal d'habitude, mais là c'est bien fait. Parce qu'on a de la science-fantasy, de la science-fiction avec des codes de fantasy. Donc là on est vraiment sur un récit pure fantasy dans ses codes, dans sa façon d'être raconté, mais dans un univers de science-fiction, parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui sont sur des planètes, etc. Mais ça se limite un peu à ça, parce qu'en fait, une fois qu'ils sont arrivés dans la première maison, il n'y a plus vraiment de côté science-fiction. En même temps, ça va être du crime, une histoire de whodunit. En même temps, il y a de la hard SF. En même temps, il y a un côté scientifique.
En même temps, il y a un côté contemporain, enfin, ça mélange énormément de choses, ça ne suit aucun code de rien du tout. Du coup, ça nous aide pas trop à comprendre, mais c'est vraiment bien fait, et pour le coup, ça, j'ai trouvé ça assez admirable, parce que quand je dis que c'est un ovni, c'est vraiment, je n'ai rien lu de pareil que Gideon Designs. J'ai été vraiment impressionnée. C'est un livre avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, pour toutes les raisons que j'ai dit avant, mais c'est vraiment bien fait, et c'est hyper original, quoi. Il faut avoir les balls pour faire un récit pareil, quoi. Et je trouve que pour ça, l'autrice est hyper impressionnante. Et du coup, je suis un petit peu partagée sur ce livre. Et c'est pour ça que je dis que c'est très dur pour moi de reviewer ce livre. Parce qu'il y a énormément de bonnes choses. Mais en même temps, ça l'a pas fait, quoi. Ouais, et toutes les personnes même qui ont adoré ce livre disent que la première partie du livre est bancale. Elle ne tient pas forcément la route. Et elle est trop lente, quoi. Mais ça se rattrape pour beaucoup sur la deuxième moitié. Et je suis un peu d'accord. Souvent ce livre, j'ai l'impression, dans ce que j'ai vu notamment sur Goodreads, que c'est soit 5 étoiles, soit 1 étoile, quoi. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment le personnage de Harrow, donc qui est la nécromancienne de la 9ème maison, que j'ai adoré. Vraiment, elle est hyper cool, elle est hyper badass, elle travaille à fond pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pour moi, on la voit pas assez. Et elle a un background qui est hyper intéressant. Enfin, vraiment, je l'adore. Gideon, elle fait un peu l'ado relou, mais elle est drôle quand même. Je ne suis pas forcément du même avis que les personnes qui disent que c'est le meilleur personnage du monde, qu'elle est tellement sassy. Je l'ai bien aimée, j'ai apprécié être dans sa tête, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Et par contre, les autres personnages, quelque chose qui participe grandement au fait que je n'ai rien compris, c'est le nombre de personnages. On a du coup 8 maisons, 2 personnages par maison, qui ont tous un prénom, un nom de famille et un numéro de maison, donné de façon aléatoire. Ça veut dire 16 x 3 types d'informations à retenir pour des personnages secondaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens à des moments qui meurent, je ne savais pas c'était qui. Et encore à la fin, les personnages, ça ne voulait pas, quoi. Limite, j'avais besoin d'une liste à côté. Au début du texte, c'est marqué, sauf que moi je lisais sur ma liseuse et que du coup on peut pas aller et venir, donc ça c'était compliqué. Mais normalement on devrait pas avoir à le faire en fait dans un livre. Énormément de gens ont eu ce problème, hein. C'est pas que moi, même si je suis particulièrement nulle avec les personnages, c'est pas que moi. Et c'est un problème très récurrent avec ce livre. Ça je pense que c'est mal fait. Alors que les autres choses où j'ai eu des difficultés, je pense que c'était volontaire. Ça je pense que c'est un défaut du livre en soi. Je sais pas trop quoi dire de plus, c'est très bizarre, je sais pas comment le reviewer ce livre, je sais juste pas. J'ai finalement plutôt aimé quand même, je lui ai mis la note de 3 étoiles sur 5. Si vous n'êtes pas habitué à lire en anglais, ne le lisez pas en anglais. Il y a énormément de mots très compliqués, il y a des structures de phrases qui sont pas forcément évidentes. Ça m'a pris une plombe pour le lire, c'est très long à lire. Déjà parce qu'on comprend rien et en plus l'anglais est difficile, c'est pas accessible, en plus avec le livre qui est pas accessible quoi. J'ai lu aussi les avis sur le 2e tome parce que donc c'est le premier tome d'une trilogie, la trilogie est terminée aux US. Et le tome 2 est pire. Le tome 2 est encore plus incompréhensible. Toutes les reviews que j'ai vues sur le tome 2 disaient si vous avez eu du mal avec Gideon Designs, vous n'êtes pas prêt pour la suite, machin. Et du coup je ne sais pas quoi faire. Du coup je ne sais pas si je vais continuer, si je ne vais pas continuer, je sais vraiment pas. Si certains ou certaines ont lu le 2e tome et peuvent m'aider à décider, pour le moment je pencherai plus sur un non. Après c'est quand même intéressant et c'est quand même très novateur, mais voilà. Pour le moment je pencherai plutôt sur un non. Si vous l'avez lu, si vous avez découvert cet univers aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais très intéressée pour en discuter avec vous parce que vraiment je sais pas trop quelle est ma posture, quelle est ma position sur ce texte. J'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps pour seulement 3 livres. Donc comme je l'ai dit en introduction, il y a ma vidéo de dernière lecture graphique qui arrive très prochainement. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.